Bien, bonjour mes chers collègues. Monsieur le Président, merci d'être là. Un salaire décent, c'est ce à quoi aspirent nos compatriotes que nous rencontrons, nous toutes et tous, partout en France, familles monoparentales, travailleurs indépendants, couples d'agents publics. Quelle que soit notre sensibilité politique, ces situations nous interpellent quasiment tous les jours. Désormais, c'est évidemment un des objectifs de nos politiques publiques, un des objectifs et des préoccupations de chacun dans cette salle, dans cette commission des affaires économiques. Ces dernières années, beaucoup, sans doute, a été fait par la revalorisation du SMIC, par des allègements de cotisations sociales, par l'augmentation du point d'indice, par la prime de partage de la valeur, par la réduction, évidemment, des impôts de production et l'amélioration de la compétitivité des entreprises, qui est un préalable indispensable à une meilleure rémunération. Mais force est de constater que le résultat n'y est pas encore et que partout en France, nous entendons une demande d'une meilleure rémunération et de ce terme particulièrement frappant qui est celui de la décence et de la juste rémunération de l'effort consenti par nos compatriotes qui, alors qu'ils travaillent 35, 39 heures, parfois plus, ont les plus grandes difficultés à se loger, à se nourrir parfois. Et c'est une situation qui doit, aujourd'hui plus que jamais, nous interpeller. Ce salaire décent, Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle vous êtes la toute première personne que notre commission a l'honneur d'auditionner dans cette législature. Monsieur Florent Mengot, vous êtes président-directeur général du groupe Michelin. Vous êtes accompagné de Madame Fabienne Goynech, directrice des affaires publiques du groupe. Et chez Michelin, justement, vous avez mis en place un salaire décent pour faire en sorte, c'est votre formule, que tous les employés du groupe puissent faire vivre une famille de 4 personnes avec un seul salaire. Et c'est l'ambition de cette première audition, avant de nombreux autres dans ce cycle consacré aux entreprises et aux salaires, de comprendre comment, à quelles conditions et dans quelle temporalité vous avez pu mettre en place cette pratique en France, mais je crois pas seulement, dans une entreprise exposée à la concurrence internationale pour laquelle la compétitivité est évidemment absolument primordiale. Alors évidemment, le fonctionnement de Michelin n'est sans doute pas réplicable dans tous les secteurs, dans tous les types d'entreprises. Évidemment, la question des revenus interroge bien au-delà de la simple politique salariale et on a eu l'occasion de parler de partage de la valeur dans cette commission et à la commission des finances. Évidemment, il s'agit de cadres réglementaires et fiscal et de stabilité en la matière que nous devons également aborder. Mais au fond, malgré tout, nous souhaitons d'abord vous entendre pour comprendre comment vous avez fait, à quelles conditions vous avez réussi à aborder ces questions salariales, préserver votre compétitivité, quel est votre regard à la fois sur ces questions de productivité, de compétitivité et de rémunération justifiée. Je vous propose, Monsieur le Président, sans tarder, de vous laisser la parole, de nous laisser vous présenter cette démarche et la situation de votre entreprise, afin que mes collègues puissent vous interroger, et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, je suis très honoré d'être avec vous ce matin pour vous parler de ce que nous faisons chez Michelin. Pas de toutes nos activités, mais d'avoir une concentration autour des questions de salaire décent et des questions de la compétitivité des entreprises. Alors, peut-être pour vous resituer, ce qu'est Michelin. Michelin, c'est un groupe international qui est d'origine française, dont le siège est en France, qui fait un chiffre d'affaires d'un peu plus de 28 milliards d'euros, qui emploie un peu plus de 132 000 personnes. Une entreprise qui est très internationale. Nous sommes présents dans 175 pays. Nous avons 121 sites de production dans 26 pays. La France, dans ce dispositif, c'est le pays du siège, c'est le pays central de notre recherche et développement. C'est 9% du chiffre d'affaires du groupe, donc un peu moins de 10%, mais c'est plus de 15% des effectifs du groupe, environ 20 000 personnes employées en France, dont 17 000 dans les activités pneumatiques. 16% des prélèvements fiscaux, c'est plus de la moitié des effectifs de recherche et développement, c'est un peu plus de 2,5 milliards investis dans les 10 dernières années en France, avec une structure de l'actionnariat qui est très particulière, puisque nous avons des investisseurs qui sont pour la plupart étrangers. Les institutionnels en France, y compris la famille Michelin regroupée
holding familiale, représente 23% de nos actionnaires. Ensuite, les institutionnels Europe, mais hors de France, c'est 25%. L'Amérique du Nord, 30%. Le reste du monde, 10%. Et le personnel de Michelin, 2%. Et le reste, des actionnaires un peu épars. Donc Michelin est une entreprise qui est à la fois des territoires, ce que j'appelle local, et à la fois mondialisée et qui opère dans le monde entier. Elle fait aussi rayonner la France au quotidien dans le monde entier. Alors, le salaire décent, comme l'a très bien résumé le président, M. Armand, c'est un salaire doit faire vivre une famille de 4 personnes, couvrir les besoins du quotidien, l'alimentation, le logement, la santé, l'habillement et le transport, l'éducation, et aussi constituer une petite épargne de précaution. Ça comprend uniquement les éléments fixes de la rémunération, sans les primes variables et les avantages sociaux qui peuvent être distribués. Et effectivement, ça a été mis en place dans le monde entier et c'est effectif depuis le 1er janvier 2024. En France, ce salaire décent, il est variable suivant les localités dans lesquelles nous opérons. À Paris, le salaire décent est à peu près 2 fois le SMIC. À Clermont-Ferrand, c'est 20% au-dessus du SMIC. Les pouvoirs d'achat et le coût de la vie à Clermont-Ferrand est très inférieur à celui de Paris. Et la part des salariés qui n'étaient pas au salaire décent chez Michelin nous avions uniquement 5% de notre population dans le monde entier qui n'était pas à ce salaire décent, au minimum bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes à 100%. Et nous sommes certifiés par une ONG spécialisée dans cette question qui s'appelle Fair Wage, Global Fair Wage Network. Alors, bien sûr, la question du salaire ne peut pas être dissociée de la question de la compétitivité. Et ce que j'ai bien rappelé à tous nos salariés, c'est de leur dire, autant il est logique et normal que tout salarié puisse vivre décemment de son travail, autant nous opérons dans un contexte de concurrence extrêmement intense et il nous faut rester en permanence compétitifs. Et de ce point de vue-là, je voudrais vous alerter sur un contexte français et européen très délicat. Nous avons une arrivée massive des pneus à bas coût depuis une vingtaine d'années sur les marchés, qui nous a fait perdre des parts de marché de façon assez considérable. Et je sais que c'est une exception. Je voulais vous partager avec vous juste une image de l'évolution de nos parts de marché au cours des 20 dernières années. Vous allez voir, c'est assez parlant. Mais il faut comprendre cette situation pour comprendre le reste de mon introduction. Donc la part des pneumatiques bas prix venus notamment, principalement de Chine et de Taïwan, mais surtout de certains pays d'Asie du Sud-Est maintenant, est passée de 5% à 20% en 20 ans. Ils ont pris une part de marché assez considérable. Voilà. Donc, vous voyez, le bleu foncé, c'est l'évolution des parts de marché de Michelin en valeur. Le magenta, le rose, c'est l'évolution des parts de marché en provenance de Chine et de Taïwan. Et vous voyez qu'on pourrait dire que Michelin n'a pas été très performant, mais nos grands concurrents internationaux, équivalents à nous, notre concurrent japonais, c'est en rouge. Vous voyez qu'ils ont connu exactement le même phénomène que nous. Et vous voyez que notre grand concurrent américain, en jaune, est aussi décru très fortement. Et ensuite, vous avez un paquet de nos concurrents, notamment les Japonais ou d'autres Japonais ou des Coréens. Donc vous voyez, cette situation-là, elle ne peut pas être dissociée de la réalité de notre empreinte industrielle en France et en Europe. Alors, notre compétitivité, elle est aujourd'hui très érodée en Europe et en France. Et en réalité, on a pu compenser les phénomènes d'érosion de nos parts de marché par de l'exportation pendant pas mal d'années. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en condition d'exporter à partir de la France et de l'Europe. Pourquoi ? Parce que les coûts de l'énergie sont aujourd'hui 2 fois plus élevés qu'en Amérique du Nord.
ou qu'en Asie. Le prix moyen de l'électricité en 2024 est en Europe à 133,5 euros du mégawattheure. En France, il est un peu inférieur, à 127 euros du mégawattheure. En Amérique du Nord, il est à 70. Le prix moyen du gaz naturel est à 52 euros du mégawattheure en Europe, en France à 54 euros et en Amérique du Nord à 18,70 euros. Donc l'énergie, nous transformons la matière pour fabriquer nos objets. La transformation de la matière consomme beaucoup d'énergie. Et derrière, la part de l'énergie dans le coût de revient est importante. Et bien sûr, nous subissons la concurrence de producteurs où nous-mêmes, nous produisons dans d'autres pays qu'en Europe. Et donc, exporter à partir de l'Europe, ça devient très, très, très difficile. Nous avons également en Europe et en France un coût de la fiscalité qui est très important, beaucoup plus important que dans d'autres pays du monde. La part des impôts de production dans le PIB en 2022 était de 4,7 selon l'Eurostat, 4,1 selon l'Institut Montaigne, alors que la médiane Europe est à 2%. Donc on est encore 2 fois plus sur les impôts de production. Et au moment où on souhaite la réindustrialisation, imposer la production, en fait, c'est contre-productif. L'autre réalité, c'est le coût salarial. Donc, bien sûr, il faut rémunérer correctement les personnes, mais il faut avoir aussi conscience des réalités. Si on prend une base, donc je vais raisonner sur une base 100 de rémunération. Sur une base 100 de rémunération, en Allemagne, pour l'entreprise, ça lui coûte 120. Pour verser 100 de rémunération brute, en Allemagne, c'est 120. Et le salarié va toucher 80. Donc 100, 120 de coût pour l'entreprise, 80 pour le salarié en net. Au Canada, c'est aussi les mêmes 100, c'est 115 pour l'entreprise et 85 en net pour le salarié. En Thaïlande, c'est 100 brut pour le brut versé, 120 de coût pour l'entreprise et 80 de net pour le salarié. En France, c'est pour 100, toujours notre 100 brut versé, c'est 142 pour l'entreprise et 77,5 pour le salarié. Et donc, derrière, en fait, on ne parle pas suffisamment de l'écart entre le brut et le net, et l'écart entre le coût pour l'entreprise et le net pour le salarié. Et en réalité, aujourd'hui, en France, nous avons un problème sur cet écart entre le coût pour l'entreprise et le net pour le salarié. Et ça, c'est un frein direct à la rémunération des salariés. Et c'est un frein direct aussi à la création d'emplois en France. Ensuite, vous avez dessus les couches de coûts administratifs et opérationnels, ce qu'on appelle la complexité. La complexité administrative en France et en Europe est énorme, beaucoup plus importante que dans la plupart des autres pays du monde. Je vais prendre 2 exemples. Je vais prendre le logo Triman, qui est maintenant sur la facture. Il nous a fallu 10 ans pour éviter qu'on ait à le mettre sur les pneumatiques et qu'on puisse le mettre sur la facture. Mais on met le logo Triman comme si le pneumatique était une bouteille jetable. Le pneumatique, en réalité, il est démonté par des professionnels. Plus de 95% des pneumatiques usés sont réutilisés dans des filières de recyclage en France et en Europe. Et donc, ce logo, qui est une spécificité française, n'a aucune utilité que ce soit pour le consommateur ou pour... et par contre, ça nous induit une complexité de fonctionnement importante, de mon point de vue, complètement inutile. Et la réglementation devrait soutenir la compétitivité. Je vais prendre l'autre exemple, c'est la déforestation. Autant la déforestation, nous sommes parfaitement en phase. Michelin est très engagé sur toutes les questions environnementales et nous sommes tout à fait d'accord pour dire que pour la société, le monde, la question de la déforestation est une question cruciale. Inclure le caoutchouc naturel dans la réglementation sur la déforestation, c'est associer le caoutchouc naturel la manière dont sont produits le café, l'huile de palme ou d'autres types d'exploitations géantes qui, elles, peuvent produire des effets de déforestation. Michelin, uniquement les achats de Michelin, l'agroforesterie du caoutchouc naturel est une petite
agroforesterie. Ce sont des petites exploitations. Uniquement les achats naturels de caoutchouc naturel de Michelin, c'est 1 million de paysans qui fournissent uniquement le caoutchouc naturel de Michelin. Donc ce sont des toutes petites exploitations. D'avoir à faire la traçabilité à la parcelle du caoutchouc naturel va impliquer pour Michelin un surcoût de 200 millions d'euros. Bien sûr, nous allons le faire, nous sommes de bons citoyens, nous allons le faire. Nous allons avoir donc 200 millions de coûts supplémentaires pour faire cette traçabilité, en sachant que quasiment aucun de nos concurrents ne va le mettre en place et qu'il n'y aura aucun contrôle possible compte tenu des quantités en jeu, du nombre de containers, et puis du fait que certains produits arriveront en Europe avec déjà fabriqués avec du caoutchouc naturel dont on n'aura pas tracé la provenance. Et donc Michelin va se retrouver avec 200 millions de surcoûts, alors qu'en réalité, il n'est pas du tout certain que ça va permettre d'éviter de la déforestation. En termes par contre, il y a des choses qui ont été très efficaces et là, les choses vont dans la bonne direction sur, par exemple, les normes Euro 7 qui ont commencé à regarder le nombre de particules d'usure émises au kilomètre par les pneumatiques. Et donc ça, c'est très bien. La seule chose qu'il faudrait améliorer, c'est qu'on a mis plus de 10 ans à obtenir cette réglementation qui va commencer à se mettre en œuvre à partir de 2027 ou 2028. Donc ça, c'est beaucoup trop long. C'est-à-dire que derrière, sur des sujets comme ça, où finalement tout le monde est d'accord pour dire que ça, c'est dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt des entreprises qui sont performantes dans ces sujets-là, arriver à des réglementations comme ça, où on met plus de 10 ans à ce qu'elles soient effectives, c'est beaucoup trop long. Et c'est un facteur de complexité supplémentaire pour Michelin. Alors bien sûr, il y a aussi la déclinaison des directives européennes par chaque pays national. Et il faut comprendre que quand une directive se décline en Europe, pour Michelin, c'est 27 déclinaisons en réalité, dans lesquelles il faut nous adapter. Et donc plus on fait des variations par pays d'une directive européenne, plus en réalité on induit de la complexité de fonctionnement en Europe. Le dernier élément, c'est les éléments de soutien sur l'innovation, et notamment, je vais parler du crédit impôt recherche. Donc Michelin a touché et touche 42 millions d'euros, sachant que Michelin dépense 1,2 milliard d'euros sur l'innovation. Le CIR a rendu le coût du développement en France compétitif, l'a ramené à un niveau de compétitivité dans le jeu. On était sur une base 100 précédemment, avant le CIR. Aujourd'hui, on est à 73 en France, mais on est à 33 en Inde. Et on est à 63 dans d'autres pays d'Europe. Donc, la France est revenue dans le paquet, ce qui nous a permis de rapatrier beaucoup de nos effectifs de recherche et développement en France, parce que derrière, c'est proche du siège, c'est là où on a un savoir-faire cumulé qui est très important, on a de belles infrastructures, et donc c'était logique de le faire. Renoncer à ça, ça sera bien sûr possible. Hein. Par contre, nous, à l'échelle internationale, ça pourra nous amener à dire il faut qu'on justifie pourquoi on mettrait plus de recherche en France à partir du moment où le coût de développement en France est beaucoup plus élevé que dans d'autres pays dans le monde. Dernier élément que je voulais citer en matière de compétitivité, entre 2019 et 2024, la situation de nos coûts de production, c'est nous entre nous. Donc c'est nos coûts de production, Michelin, dans nos dispositifs européens, à comparer à nos coûts de production en Amérique ou à comparer à nos coûts de production en Chine ou en Asie du Sud-Est. Entre 2019 et 2024, sur une base 100 en 2019, nos coûts de production en Asie sont restés 100 en 2024. On n'a pas bougé. On a fait des gains de productivité qui ont compensé l'inflation et donc globalement, il n'y a pas eu d'écart. En 2019, pour 100 en Asie, aux États-Unis, nous étions à un coût de 127. Donc 27% plus cher, mais on se disait, on doit y arriver. La valeur ajoutée de nos produits, on est capable d'avoir un mix plus riche à fabriquer aux États-Unis. Et avec des gains de productivité, on devrait arriver à compenser. Et à l'époque, en Europe, on était à 134.
Donc 34% plus cher que l'Asie, mais on était confiant dans notre capacité à faire. En 2024, ce même 100 Asie, qui est resté le même qu'en 2019, aux États-Unis, maintenant, il est à 176. Donc aujourd'hui, on est 76% plus cher à produire aux États-Unis qu'en Asie. Et on est à 191 en Europe. On est à 91% plus cher. On est quasiment 2 fois plus cher maintenant à produire en Europe par rapport à la production en Asie. D'accord ? Donc ça, c'est nous entre nous. Ce n'est pas nous dans notre environnement concurrentiel, sachant que nous fabriquons des produits de haute technologie, très haute valeur ajoutée, et donc nos coûts de production sont naturellement plus élevés que ceux de nos concurrents. Et dernier élément, avant de bien sûr échanger ensemble et de répondre à vos questions, je vais vous parler de l'innovation. L'innovation, c'est le cœur de la performance des entreprises et c'est aussi probablement une des meilleures réponses, avec bien sûr du bon sens, aux questions fondamentales des transformations que subissent le monde et notamment les questions environnementales. Donc, pour Michelin, l'innovation, c'est un budget d'innovation d'un peu plus d'1 milliard d'euros, dont presque 800 millions d'euros de recherche et développement pur, un vaisseau amiral de recherche et développement à Clermont-Ferrand, 8 sites de recherche dans le monde, c'est 269 brevets déposés par an, 12 000 brevets actifs, et c'est l'accompagnement d'une offre que nous... C'est notre meilleure manière de résister à la concurrence féroce à laquelle que nous subissons et qui nous permet d'ailleurs de rester en bonne forme. Ce que je dis toujours à nos équipes, nous avons la chance de jouer les Jeux Olympiques tous les jours. Et donc, il faut rester en bonne forme physique constamment. Et l'innovation nous permet de toujours garder un train d'avance. Et ça apporte aussi une réponse aux gros enjeux sociaux et environnementaux, puisque Michelin a pris des engagements très forts pour développer nos offres de produits en étant aussi parfaitement compatibles avec les questions environnementales. Et enfin, nous investissons aussi massivement sur des nouvelles technologies, puisque Michelin construit le leader mondial des composites qui transforment la vie quotidienne des personnes, avec les usines de fabrication de piles à hydrogène Symbio en joint venture avec Forvia et Stellantis, mais aussi le redéploiement de certaines de nos anciennes usines vers des centres de matériaux de développement de biotechnologie que nous faisons en collaboration avec Danone et quelques startups, et puis et d'autres initiatives du même genre. Et enfin, pour terminer, comment se distribue la valeur ajoutée qui se traduit en génération de cash par le groupe chaque année. Donc la masse salariale, c'est presque 60% de la consommation du cash généré par l'entreprise, 7% pour les actionnaires, 22% pour l'investissement et 8% pour les impôts. Et le salaire décent n'est qu'une des dimensions de la politique sociale du groupe qui, j'espère, est très avancée, en tout cas qui se traduit par un niveau d'engagement de nos salariés qui est très fort. Voilà, j'ai terminé mon propos liminaire et je suis maintenant à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ce propos introductif. On va en effet passer aux orateurs, aux oratrices de groupe. Je vous rappelle que chacune ou chacun dispose librement de 4 minutes pour ce temps, qu'il peut utiliser entièrement, partiellement, que vous pouvez revenir plusieurs fois avec des questions auprès de notre invité si vous le souhaitez. On passera ensuite aux questions des autres membres de la commission pour 1 minute maximum par question. Et je vous signale dès maintenant que nous allons essayer de finir cette audition un petit peu avant 11h, si les questions sont bien épuisées. Passons donc aux orateurs de groupe et on commence avec le groupe RN, Monsieur Hervé de Lépinau. Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président, Madame, chers collègues. Nous sommes tout d'abord extrêmement honorés d'avoir un grand capitaine d'industrie auditionné par la Commission des affaires économiques. Et vous avez évoqué plusieurs sujets, Monsieur le Président. Alors moi, je vais essayer d'être le plus synthétique possible et le moins provocateur, mais il y a quand même des sujets qui fâchent qu'il va falloir évoquer. La manufacture emblématique que vous dirigez est un bel exemple du savoir-faire industriel français, du Made in France, qui a pourtant tant souffert ces dernières décennies, puisque la part de PIB générée par l'industrie manufacturière est passée de 17% en 1995 à moins de 11% aujourd'hui. On peut parler d'un véritable effondrement industriel français.
Le ministre de l'économie et romancier démissionnaire Bruno Le Maire n'a eu de cesse de nous affirmer pendant la précédente législature que la réindustrialisation du pays serait en marche du fait des mesures gouvernementales prises sous son autorité. Or, les retours de terrain et les statistiques officielles nous permettent pourtant d'en douter. Aussi, pourriez-vous nous faire part de votre constat sur cette réindustrialisation affirmée et que d'aucuns diraient fantasmée? Votre statut de capitaine d'industrie vous rend légitime à formuler des propositions concrètes pour rendre ce projet vital de réindustrialisation effectif. Aussi, quelles sont-elles? Enfin, il ne vous a pas échappé qu'une offensive des lobbies écologistes et décroissants a eu raison de l'industrie automobile européenne et à plus forte raison française, avec la disparition du moteur thermique, hybride compris, à horizon 2035. Or, je rappelle que 350 000 emplois chez les sous-traitants de la filière automobile sont aujourd'hui menacés. Sachant que l'automobile est le premier débouché pour Michelin, que la voiture électrique tant attendue est promue, entre autres par votre illustre prédécesseur à la tête de la manufacture et aujourd'hui président du groupe Renault, sachant que la voiture électrique est plus lourde, donc use davantage de pneumatiques, que la production de particules fines issues de cette usure serait 2000 fois plus nombreuse que celle émise par les moteurs thermiques au kilomètre, selon une étude de 2022 du laboratoire britannique Emission Analytics. Ne craignez-vous pas que votre manufacture soit la prochaine victime économique de cette transition écologique devenue l'alpha et l'oméga des politiques publiques? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur le Président. Il vous reste donc 1 minute 30. Vous pouvez vous arrêter et reprendre un... Merci. Alors, sur la question de la réindustrialisation, il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens, qui ont été dans le bon sens récemment. D'abord, la baisse des impôts de production. Ça, honnêtement, c'est un déficit compétitif de la France par rapport à d'autres pays. Et ces impôts de production pénalisent la fabrication en France. Ensuite, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur l'apprentissage et il faut continuer. L'apprentissage, c'est une très bonne transition entre la réalité de la scolarité et la réalité de l'entreprise. Et au fond, il faut rapprocher la sphère de l'éducation de la sphère de l'entreprise. Et l'étanchéité qui a existé dans le passé entre ces deux sphères-là est pas du tout productive. Et plus vous rapprochez, plus vous valorisez l'industrie très tôt dans la scolarité, plus vous favorisez l'émergence de talents pour les industries. Et les industries ont beaucoup besoin de talents. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu beaucoup de mesures récemment qui vont dans le bon sens. Maintenant, la réindustrialisation, ça prend du temps. Et il faut travailler sur ces questions de compétitivité. Et tous les sujets que j'ai évoqués sur la complexité administrative, sur la fiscalité, sur le coût du travail, tout ça, c'est une réalité pour les industriels. Et donc, d'un côté, on a... Merci, je pense... le Président. Ah, pardon. Allez-y, finissez. Voilà, donc je pense qu'il faut travailler sur ces questions-là. Et peut-être une dernière remarque concernant les véhicules électriques. Je pense que la réglementation doit porter plus, non pas sur des technologies, forcer un véhicule électrique, mais porter sur qu'est-ce qu'on veut obtenir en termes de CO2 ou quels sont les impacts. Merci, et laisser les industriels définir quelle est la bonne technologie. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe EPR, Madame Pannier-Runacher. Merci beaucoup, Monsieur le Président et Monsieur le Président directeur général de Michelin. Un grand coup de chapeau à la tenue de votre entreprise ces dernières années dans une géopolitique et une concurrence effrénée au plan mondial. Vous êtes évidemment un fleuron et vous faites notre fierté. Merci pour les éléments que vous avez apportés aussi sur la politique qu'a portée le gouvernement sortant, puisque je pense que c'était important de rappeler l'utilité de la baisse des impôts de production et de la politique menée pour l'apprentissage. Moi, je voudrais évoquer les politiques d'achat et d'offshoring dans l'automobile. Vous savez comme moi que la fonction achat est une fonction stratégique dans l'automobile, qu'elle construit des filières de donneurs d'ordre et de sous-traitants. Et par rapport à la question qui nous intéresse, qui est de savoir comment on
construit une rémunération pour les salariés. Il y a évidemment ce que vous faites au niveau de votre groupe qui est remarquable, mais il y a la manière dont vos acheteurs et votre groupe ont été amenés ou pas à sous-traiter. Donc, est-ce que vous avez plus externalisé des activités ces dernières années sous la pression de la concurrence, en France ou à l'étranger? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est comment vous prenez en compte les politiques de rémunération chez vos sous-traitants et comment vos acheteurs sont eux-mêmes rémunérés pour intégrer cette dimension plutôt RSE dans leurs pratiques d'achat. Et ma troisième question, comment agissez-vous pour éviter qu'il y ait un système à deux vitesses, au fond des grands groupes solides et capables d'avoir des politiques sociales ambitieuses, et à côté, un réseau de sous-traitants qui n'ont pas les moyens de ces politiques sociales ambitieuses et qui peuvent faire un système à deux vitesses? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui. Alors oui, bien sûr, merci de cette question. Nous sommes très vigilants et très attentifs à ne pas déléguer, à ne pas sous-traiter une forme de misère sociale chez nos sous-traitants et tous les fournisseurs que nous utilisons. Alors dans nos chaînes d'approvisionnement, notre service achat n'a pas pour politique uniquement le prix, le coût d'obtention des produits, mais de vérifier que l'ensemble de la performance est bien équilibré entre les questions environnementales, les questions salariales et les questions de rentabilité du fournisseur. Par exemple, pendant le Covid, nous avons soutenu toute la filière de fournisseurs, nous avons payé en avance, nous nous sommes assurés qu'aucun de nos fournisseurs ne subirait les problèmes liés au Covid à cause de nous. Nous avons une grande solidarité là-dessus. Alors, la politique de rémunération de nos sous-traitants, donc pour les fournisseurs de rang 1, on incite aujourd'hui tous nos autres fournisseurs à passer à une politique de salaire décent. Et bien sûr, la question du rang 2, rang 3, on s'en préoccupe et on est en train de regarder comment on va pouvoir agir sur ces rangs 2 et ces rangs 3. Et donc oui, nous sommes vigilants à ne pas... En fait, ça serait une forme de se masquer la face, de se dire nous on est propre, mais en fait en réalité on fait travailler des gens et on délègue à d'autres cette question-là. Donc on fait attention à ça. Ça me permet de faire une autre remarque, c'est que derrière la conséquence de cela, c'est que ça peut nous amener à restructurer parce que derrière on est plus compétitif et on préférera renoncer à produire ou à créer de l'emploi à un endroit, parce que derrière, on n'est plus dans les conditions de le faire correctement, dans les trois dimensions, environnementales, personnelles et profitables. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour le groupe LFI, Monsieur René Pilato. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, Michelin, leader mondial du pneu, se positionne sur les activités à très forte valeur ajoutée en France en pratiquant une politique sociale qui se veut à la pointe. Chez Michelin, on parle de salaire décent, estimant qu'on ne peut pas vivre avec un SMIC. Vous avez corrigé ensuite en parlant de rémunération décente, celle qui s'entend avec l'intéressement, les primes de nuit, d'ancienneté, de production, etc., qui ne sont pas garanties et peuvent varier d'une année sur l'autre. S'agissant de salaire, le taux horaire le plus bas est d'environ 12 € brut, soit 0,7% au-dessus du SMIC horaire. En conséquence, quand il n'y a pas ces bonus, et selon votre définition, cela veut dire que les salaires seuls seraient indécents. Cette politique salariale, qui ne semble pas si mauvaise quand il y a des bonus, ne masque pas une injustice que vivent mal certains de vos salariés. Si un agent peut éventuellement se payer une semaine de vacances grâce à ces bonus, un cadre de haut niveau, lui, peut s'acheter un appartement. Que pensez-vous du modèle de Stellantis où la prime la plus faible est de 4 000 € et la plus haute 6 000 €? Votre rémunération fixe plus la part variable est 135 fois plus élevée que la fameuse rémunération décente. Que pensez-vous de notre proposition d'une échelle des salaires de 1 à 20 ? Ces annonces sur la rémunération décente ne reflètent pas les inquiétudes, le stress de beaucoup de salariés qui ont besoin d'informations afin de pouvoir se projeter. En effet, les syndicats se montrent particulièrement inquiets pour le site de Cholet et les effectifs passent sous la barre des 1000 salariés avec 300 CDI perdus en 3 ans. Vos syndicats s'apprêteraient ainsi à déclencher un droit d'alerte sur les sites de Cholet,
Vannes et Tours, afin d'exiger de votre part des réponses à leurs questions. Michelin a programmé en 2025 la fermeture de 2 usines en Allemagne, entraînant la suppression de 1530 emplois. Cependant, l'entreprise, pour se rapprocher de ses clients, embauche en Chine pour un premier marché automobile mondial. Monsieur le Président directeur général, dans un monde mondialisé, pour rester numéro 1, le prix à payer n'est-il pas toujours le moins-disant salarial, la flexibilité des horaires, des conditions de travail avec un temps toujours plus contraint qui pousse à être au plus près de la demande, qui pousse à supprimer les stocks et, in fine, qui pousse les salariés au burn-out. Dit autrement, quand l'usage du salarié sert de variable d'ajustement, cela conduit inéluctablement à des salariés usés, rincés, qui finissent par voir leur site fermé et l'entreprise délocalisée afin qu'elle conserve un haut niveau de compétitivité et surtout de profit. Pour permettre une réindustrialisation du pays, pensez-vous que la taxe au kilomètre puisse être un outil de protectionnisme afin de développer des productions locales permettant des salaires plus élevés? Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue. Monsieur le Président. Donc là, il y a beaucoup de choses. Premier élément de réponse sur la répartition de la valeur. Nous sommes très sensibles à la question de la répartition du résultat. Toutes les questions variables ne sont pas incluses dans le salaire décent. Donc tout cela vient en plus. Bien sûr, pour avoir droit à des primes il faut générer du résultat. Et donc derrière, mais nous sommes très sensibles à cette question-là. Et effectivement, nous avons une question autour de... donc nous élaborons et nous améliorons en permanence nos systèmes de rémunération variable. Et donc effectivement, aujourd'hui, nous avons un système de rémunération variable qui est qui favorise plus, en cas de très bons résultats au-dessus de la moyenne de ce qu'on souhaite faire, les cadres que les agents de production. Et donc, on est en phase de réajustement de cette question-là. Sur la question des rémunérations, ce que je peux dire, c'est que ma rémunération, d'abord, est très élevée, mais qu'elle est plafonnée dans toutes les dimensions. Que ce soit sur les rémunérations variables, tout indexé sur les résultats, sur y compris la partie de variable à long terme, en termes d'action, tout est plafonné par rapport à mon salaire fixe, qui est très important, je le reconnais, mais qui est fixé par mon conseil de surveillance et ce n'est pas par moi. Voilà. Alors après, l'échelle de salaire de 1 à 20, il ne faut pas décourager non plus les talents. Et donc derrière, qu'il y ait un système qui soit établi, 1 à 20 me paraît faible. Maintenant... Merci, monsieur le Président. Justement, puisque les socialistes en parlent, pour le groupe socialiste, monsieur Karim Benbrahim. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, je souhaite vous poser 2 questions distinctes. Les politiques menées depuis maintenant plus de 7 ans par Emmanuel Macron ont eu pour effet d'accroître les inégalités et d'augmenter la précarité des plus faibles. Aujourd'hui, entre 1 et 2 millions de personnes en France exercent un emploi mais vivent sous le seuil de pauvreté. Alors que le nombre de travailleurs pauvres ne diminue pas et que le pouvoir d'achat reste une préoccupation centrale pour les Françaises et les Français, il y a une urgence à agir. Monsieur le Président directeur général, vous avez annoncé cette année la mise en place d'un salaire décent pour l'ensemble de vos salariés dans le monde, considérant que, je mets les guillemets, le SMIC n'est pas un salaire décent. Un constat que moi et mes collègues socialistes partageons évidemment, puisque nous défendons une augmentation du SMIC et des plus bas salaires. Quelques mois après l'annonce de ce salaire décent, je souhaiterais que vous nous partagiez un premier bilan. Aujourd'hui, certains encore, sur les rangs situés à votre droite, pensent qu'augmenter les plus bas salaires serait dangereux pour notre économie. Pouvez-vous donc nous éclairer sur l'impact positif ou négatif d'une telle politique sur la performance économique de votre entreprise? Outre un impact positif sur la consommation, si une telle politique était généralisée, n'y a-t-il pas un intérêt évident pour les entreprises à voir leurs salariés libérés d'une partie de leurs difficultés matérielles? Ma deuxième question concerne les conditions de réussite de la transition écologique. Michelin, comme de très nombreuses autres entreprises industrielles,
est amenée à réaliser une mutation technologique pour répondre à l'impératif écologique. Mais dans le même temps, le groupe doit faire face à une concurrence internationale, souvent rude et peut-être parfois déloyale. Ma question est donc la suivante. Dans ce contexte, pouvez-vous nous indiquer les axes d'amélioration que vous identifiez dans l'accompagnement de l'État à la transition écologique des grandes industries? Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue, Monsieur le Président. Oui, merci pour vos questions. La première question sur la cohésion sociale, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une question centrale pour toutes les entreprises, mais c'est aussi une question, les entreprises, elles vivent dans la société, donc la question de la cohésion sociale dans la société est une question majeure. La question de la rémunération est un des éléments de la cohésion sociale, mais ce n'est pas le seul. Raisonner uniquement sur la partie consommation, favoriser le pouvoir d'achat et la consommation, il ne faut pas oublier qu'en face, il faut qu'il y ait de l'emploi. Parce que sinon, ce que vous faites, c'est qu'on déséquilibre toutes les balances commerciales, les balances économiques. Et donc derrière, pour le pays, c'est une équation qui est impossible. Et donc derrière, il faut trouver le bon équilibre, et je reconnais que ce n'est pas facile, de trouver comment on équilibre entre le fait que les salariés soient rémunérés justement pour leur travail, et en même temps de ne pas détruire la compétitivité des entreprises dans le pays dans lequel s'opère ce type de choses-là. Et là, c'est un équilibre vraiment pas facile à trouver. Michelin y arrive parce que nous sommes innovants et nous essayons toujours de rester compétitifs. Mais la contrepartie de ça, c'est que, bien sûr, les conditions des pays dans lesquels on opère, quand elles évoluent, nous amènent à repenser notre empreinte industrielle. Et peut-être, j'en profite pour dire, Michelin n'exporte pas de Chine vers l'Europe. Nous importons d'Europe vers la Chine. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe Droite républicaine, Monsieur Guillaume Lepers. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, au nom du groupe de la Droite républicaine, je tiens à souligner l'importance cruciale d'un équilibre entre la compétitivité et une politique salariale adaptée pour garantir la pérennité des entreprises françaises, notamment Michelin, acteur majeur de notre industrie. Concernant la politique salariale, il nous paraît essentiel de lier les rémunérations à la performance. Pensez-vous qu'un système de rémunération plus souple et basé sur des objectifs de performance pourrait mieux répondre aux enjeux de productivité chez Michelin? En outre, nous constatons que l'écart brut-net des rémunérations reste trop élevé. Cet écart constitue un frein à la fois pour la compétitivité des entreprises et pour le pouvoir d'achat des salariés. J'allais demander si vous partagez ce constat, mais nous avons pu entendre dans votre introduction que vous le partagez largement. Maintenant, en matière de productivité et d'innovation, l'investissement dans les nouvelles technologies et la formation continue des salariés semblent indispensables pour rester compétitifs sur la scène internationale. Alors, vous avez également évoqué en introduction différents leviers pour renforcer la compétitivité de Michelin dans un environnement de plus en plus concurrentiel. J'allais vous dire quelles sont les 2 ou 3 priorités à court terme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, pardon. Oui, alors, la question de la rémunération à la performance, en fait, je fais la distinction entre la part fixe qui est liée au fait qu'une personne se consacre à l'entreprise pour se développer et fabrique des choses, de la juste répartition de la valeur créée. Et donc là, effectivement, je pense que substituer une part minimum de salaire fixe par du variable, ça précarise, en fait. Je pense qu'il faut garder une notion d'une partie fixe qui est là pour le temps consacré par une personne pour effectuer des tâches, et après d'avoir un système de répartition du résultat. C'est ce que fait Michelin. Michelin distribue largement son résultat entre d'abord les salariés, ensuite l'investissement et ensuite les actionnaires. Et donc la partie variable, elle est nécessaire, et la question de la juste répartition du résultat, c'est une vraie question que nous nous posons en permanence, et je pense que nous avons des systèmes assez bien développés. La deuxième question entre le coût pour l'entreprise et le net versé aux salariés,
Je pense qu'en France, il y a un sujet qu'il faut qu'on traite, c'est l'efficacité de la dépense, hein, et le niveau des dépenses. C'est-à-dire qu'on n'échappera pas à cette question. En entreprise, on a en permanence cette question, hein. Et il faut donc équilibrer les dépenses par rapport à ce qu'on est capable de générer en recettes et s'assurer que la dépense est effectuée de manière la plus efficace possible. Et le dernier élément sur la formation, oui, vous avez raison, Michelin dépense en moyenne 2 fois plus que ses homologues en formation. La formation, c'est absolument indispensable. Je considère que Michelin est d'abord une plateforme de développement des personnes. Et pour faire développer les personnes, nous fabriquons des objets très élaborés, des pneus, des composites qui changent la vie, etc. Mais en fait, une entreprise, c'est d'abord une collectivité humaine qui décide ensemble, les gens ne sont pas forcés, hein, de fabriquer, de faire des choses ensemble. Et à ce titre-là, la formation, c'est le meilleur investissement que puisse faire, et c'est le premier investissement que doit faire une entreprise. Donc on est parfaitement d'accord. Et tous les dispositifs qui permettent d'accompagner, de développer la formation et de rapprocher la sphère de la formation de la réalité des entreprises, tout ça, c'est vraiment nécessaire. Merci beaucoup. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Charles Fournier. Merci Monsieur le Président, Monsieur Ménégo. Merci de votre présence. Merci d'avoir organisé cette audition, parce qu'il est assez rare finalement qu'on parle des politiques salariales dans cette enceinte, et je pense que c'est absolument nécessaire. Vous l'avez dit, les Françaises et les Français nous en parlent, mais nous, c'est assez rare. Engagé sur les enjeux de réindustrialisation, j'ai une conviction profonde, c'est qu'il n'y aura pas de réindustrialisation sans de nouvelles conceptions du travail, sans un nouveau regard sur les salaires, sur la qualité du travail, et les deux sont intimement liés. Et donc, parler de réindustrialisation, il y a eu un texte de loi il n'y a pas très longtemps dans lequel il n'y avait jamais le mot salarié, il n'existait pas, et je pense que c'est absolument incontournable que de le penser ainsi. Vous avez mis en place une politique du salaire décent, ce qui laisse à entendre qu'avant, il pouvait ne pas l'être, ou qu'ailleurs, il ne l'est pas, ce qui pose quand même une question. Ça devrait être la norme, et c'est finalement pas la norme, et pourtant, depuis les années 70, l'OIT a inventé cette notion de salaire décent, et nous n'y sommes toujours pas. J'aimerais savoir, d'ailleurs, au-delà de l'intention, où vous en êtes. Qui évalue la décence du salaire? De quelle manière se fait la discussion? Et puis, est-ce que dans la décence, vous intégrez, ça a été posé par mon collègue, la question de l'écart des salaires? Parce que, pas simplement avec le vôtre, mais l'ensemble des salaires à l'intérieur de l'entreprise. Parce que la décence, elle est aussi à cet endroit. Quand nous atteignons le record d'un salaire 1453 fois supérieur au salaire moyen dans une entreprise française, est-ce que nous sommes dans la décence ou dans l'indécence? Je vous pose la question. Et puis, il y a la question du travail, mais de la rémunération, mais le travail, c'est aussi la qualité des relations, la démocratie au travail, la qualité de vie au travail. Votre prédécesseur avait fait un rapport en 2018, et il était favorable à transformer l'entreprise en faire, vous avez dit, une communauté, je reprends vos termes. Seriez-vous favorable à renforcer la place des salariés dans les conseils d'administration? Seriez-vous favorable à aller beaucoup plus loin que la loi Pacte? Seriez-vous favorable qu'à l'échelle de l'atelier, on puisse décider des organisations de travail et revenir sur les lois Auroux qui ont été malheureusement un échec de ce point de vue, et de donner de la place pour que les salariés participent? C'est à ce prix-là, et à chaque fois que c'est fait dans les pays en Europe, la moitié des pays européens, c'est une réussite. À chaque fois que les salariés sont associés aux décisions, c'est la pérennité aussi de l'entreprise qui se trouve au rendez-vous. Même les banques prennent confiance dans les entreprises où il y a des salariés dans les conseils d'administration. C'est donc pas du tout un frein. Et pourquoi en France, quand dans la moitié des pays européens, la situation est atteinte, la codétermination, c'est ainsi qu'on l'appelle. Donc seriez-vous favorable, vous, comme votre prédécesseur, à ce que nous puissions avancer plus sérieusement sur ces sujets? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, sur la question du salaire décent, en fait, c'est la traduction de living wage qui est définie par l'ONU en disant quel est le niveau de vie acceptable pour un salarié. Et sur la partie fixe. Et donc, nous appuyons sur une ONG qui s'appelle Fair Wage Network, qui fait ça pour nous, qui calcule pour nous et qui nous dit voilà quels sont les niveaux, et nous, on s'adapte à ces niveaux. Sur la qualité de vie au travail, oui, vous avez parfaitement raison. Et sur l'organisation du travail, vous avez aussi parfaitement raison. Bien sûr, l'entreprise, chez Michelin, nous développons systématiquement, d'abord nous surveillons et nous analysons l'engagement des salariés chaque année. Donc les 135 000 salariés du groupe, 132 500 salariés du groupe
ont un questionnaire qu'on vient de remplir la semaine dernière d'ailleurs, avec 80 questions sur comment ça va, comment se passe votre manager, est-ce que vous êtes content de ce que vous faites, est-ce que vous avez l'impression d'être suffisamment responsabilisé dans votre travail. Et donc, et nous regardons et nous pilotons nos activités en fonction des résultats de cette enquête. La deuxième chose, c'est que nous travaillons beaucoup sur la co-construction des solutions, et donc même les horaires au travail. J'étais aux États-Unis la semaine dernière, et j'étais dans 3 usines de nuit pour regarder comment ça se passe de nuit dans les usines, et pour voir comment les salariés arrivent à déterminer quelle est la meilleure organisation du travail par rapport aux contraintes de l'entreprise, qui est, il faut qu'à l'arrivée, l'usine elle est sortie de temps de production. Donc oui, la co-détermination et la co-construction est très importante. Maintenant, augmenter le nombre de salariés dans les conseils d'administration, nous on en a 2, sur un conseil d'administration qui a 10 personnes. On pense que c'est une bonne proportion et les salariés s'expriment. Mais est-ce qu'il faudra en avoir plus? Là, Merci. J'ai pas d'avis là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe démocrate, quelqu'un qui connaît bien l'entreprise Michelin, Madame Delphine Lijman. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gérant, Madame la Directrice, Monsieur Ménégo, au nom du groupe démocrate, je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos propos liminaires qui sont éclairants et qui doivent collectivement nous interpeller sur les freins que vous rencontrez en France en matière de charges sociales et de soutien à la recherche. Députée du Puy-de-Dôme, élue locale et enseignante à Clermont-Auvergne-INP, une école d'ingénieurs que vous connaissez particulièrement bien et que vous soutenez activement, je peux témoigner au sein de cette commission à quel point c'est une chance rare d'avoir une des 2 entreprises du CAC 40 qui a conservé son siège au cœur de son territoire. Un siège adossé à un grand centre de recherche et développement et à ses usines. Je ne regarde pas le chemin parcouru, mais au contraire, celui qui reste à faire. Cela permet de garder les pieds sur terre. Ces mots de François Michelin, justes et inspirants, illustrent la culture de votre groupe. Car l'histoire de Michelin, c'est l'histoire d'une famille, c'est 135 ans d'innovation, notamment sociale. Aussi, je souhaiterais vous entendre plus particulièrement sur cette dimension humaine et sociétale. Quelles sont les actions concrètes de Michelin en France pour entretenir dans les territoires cette culture d'entreprise qui met l'humain au cœur de sa stratégie? Et au-delà du salaire, comment agissez-vous sur le volet de la qualité de vie au travail? Comment accompagnez-vous la formation de vos futurs talents? Comment faites-vous émerger les métiers et les compétences de demain en lien avec les établissements d'enseignement et les instances nationales? Je pense à la commission d'études d'ingénieurs, France Université par exemple. Au-delà des emplois, quelles autres actions mettez-vous en place dans les bassins de vie où vous êtes implantés? Je pense à votre fondation d'entreprise ou alors à d'autres dispositifs qui existent en France en faveur du volontariat et du développement économique. Enfin, parce que vous êtes un acteur économique majeur et essentiel pour le Puy-de-Dôme, j'aimerais vous interroger sur la pérennité de votre engagement sur notre beau territoire, malgré les problématiques de mobilité rencontrées par vos salariés sur les lignes ferroviaires Clermont-Paris et la ligne aérienne qui manque de desserte. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le Président. Oui, alors vous avez raison sur le dernier point. Oui, c'est quand même dommage qu'on soit plus loin que Marseille quand on est à Clermont-Ferrand, alors qu'en physique, en nombre de kilomètres, ça n'est pas le cas. En temps de train, pour Paris-Marseille, c'est plus rapide que Paris-Clermont-Ferrand. Et donc, on a des discussions avec la SNCF là-dessus depuis un petit moment pour essayer d'améliorer les choses. Donc, notre attachement au territoire, il est réel. Et puis, nous n'avons aucune intention de changer. Michelin est une entreprise des territoires et aussi une entreprise mondiale. Nous sommes les deux à la fois et très heureux de l'être. La qualité de vie au travail, c'est une préoccupation permanente et nous passons plus de temps aujourd'hui sur ces questions-là parce que l'environnement de travail est indissociable du bien-être des salariés et nous passons beaucoup de temps. Je le disais, chaque année, nous faisons une enquête pour voir comment nos salariés se sentent et la partie qualité de vie au travail fait partie des 80 questions et nous accordons une importance particulière là-dessus. Sur la formation, nous avons plusieurs initiatives. D'abord, nous avons une manufacture des talents
qui est basée à Clermont-Ferrand, mais qui est aussi présente dans différents endroits du monde, chez nous, et qui est en relation, qui crée des partenariats avec différentes universités, entreprises, grandes écoles, sur ces questions de formation. Et bien sûr, nous entretenons tous les métiers, et nous sommes très attentifs à surveiller l'émergence des métiers de demain. Donc, nous avons un grand pôle intelligence artificielle basé à Lyon. Nous avons un grand pôle de développement des métiers autour de la donnée à Clermont-Ferrand. Donc oui, nous sommes très sensibles aux questions d'évolution des métiers et nous travaillons aussi beaucoup en partenariat avec toutes les localités sur toutes ces questions et on est fiers de faire vivre et de participer avec différentes écoles dans différentes régions sur le développement de l'écosystème local. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe Horizon, Monsieur Thomas Lam. Oui, bonjour. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président Directeur Général, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Deux questions. Rapidement, la première, vous avez évoqué la complexité administrative française et vous avez parlé également du crédit impôt recherche qui, selon mes notes, représente une petite somme par rapport à vos dépenses en recherche et développement. Donc, dans un contexte budgétaire difficile, ne pensez-vous pas qu'il est plus pertinent de supprimer ces aides aux entreprises qui, par ailleurs, ne profitent qu'aux grands groupes, car les PME n'ont pas forcément les ressources pour les obtenir, pour réaliser des économies et ou baisser la fiscalité auprès des entreprises? Et deuxièmement, j'aurais voulu savoir quelle était la place de l'intelligence artificielle dans le groupe Michelin. En termes d'opportunités, est-ce que ça pouvait rendre le groupe plus efficient en recherche et développement ou en compétitivité? Et en termes de risque, est-ce que potentiellement il pourrait y avoir de la perte d'emploi? Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le Président. Alors, oui, sur les différentes complexités, tous les travaux autour de la simplification seront les bienvenus. Il y a beaucoup de complexité inutile et Michelin se mettra toujours à votre disposition pour vous aider à déterminer en détail où sont les endroits où on pourrait simplifier les choses sans que ça ait une incidence sur la performance de Michelin en France. Sur le crédit impôt recherche, oui, bien sûr, on peut le supprimer. Ce que je vous disais, c'est que à ce moment-là, on reviendra sur une base 100 du coût de la recherche en France, et à ce moment-là, on sera amené à mener d'autres arbitrages. Et ne pas oublier que le crédit d'impôt recherche, c'est pas uniquement Michelin qui l'encaisse. Michelin fait vivre, on travaille avec tout un écosystème de recherche, des universitaires, des labos, partout en France ou en Europe. Et donc, bien sûr, si nous n'avons pas cela et que nous sommes amenés à relocaliser certaines activités ailleurs, et bien derrière, la France perdra. Parce que derrière, cet argent qui est très utile pour accélérer l'innovation en France, il risque de migrer. Dernier élément, sur l'intelligence artificielle, oui, Michelin est très présent. Nous employons presque 10 000 personnes dans toutes ces activités autour de la donnée, des systèmes d'information. Et l'intelligence artificielle est très importante, va amener à des bouleversements de métiers. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de simplifications, de sursimplifications qui sont faites autour de ce que peuvent faire ces outils. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut accompagner impérativement par un surcroît de formation les individus qui vont utiliser ces outils. Ces outils sont très puissants, mais ne sont pas la vérité. Ils ne font que retracer des algorithmes qui ont été définis par des personnes avec leurs biais. Et ça peut être très dangereux pour les démocraties. Donc il faut faire très attention à la manière dont on va utiliser ces outils. Et notamment chez Michelin, nous avons pour principe de dire on privilégiera toujours une décision humaine par rapport à une décision faite par la machine. Parce que derrière, c'est l'humanité qui est en question. Et donc il faut accompagner à travers le développement de l'intelligence artificielle tout un flux de formation extrêmement intense pour ramener du jugement, du discernement chez les individus. Et pour ça, il faut former pour que les individus aient la capacité de définir si la machine dit quelque chose qui est cohérent par rapport à ce qu'on souhaite obtenir ou pas. Et ne pas accepter le résultat tel qu'il est donné par la machine. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne fait pas assez, on ne parle pas suffisamment de cette question de formation humaine à faire pour accompagner le développement de cette formation. Et ce n'est pas que de la formation technique autour des outils. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour le groupe GDR, Monsieur Nicolas Sansu.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, permettez-moi d'associer à mon propos mon collègue et ami du Puy-de-Dôme, André Chassaigne, qui ne peut être présent ce matin. Je n'ai pas la même importance dans l'accueil de votre belle entreprise, Bourges n'ayant pas la surface de Clermont-Ferrand. Alors, vous nous parlez de salaire décent et j'ai bien entendu le partage de la valeur ajoutée que vous avez documenté tout à l'heure avec 60% qui serait reversé à la rémunération du travail. Vous savez que ce chiffre, globalement dans le pays, même si ce n'est peut-être pas le cas chez vous, a reculé de 10 points en 30 ans avec une rémunération du capital qui a progressé et une rémunération du travail qui a régressé. Ceci étant dit, j'ai quelques grands sujets sur lesquels je souhaite vous interpeller. D'abord, vous avez lancé une stratégie de neutralité carbone avec l'ambition zéro carbone en 2050. Est-ce compatible avec le fait que la stratégie de fabrication se concentre sur les pneus de 18 pouces et plus, donc essentiellement les SUV, et quels sont les investissements prévus dans ce cadre pour atteindre cette ambition? Deuxième sujet, quel avenir pour Michelin dans l'activité poids lourd, sachant que l'objectif est de diminuer le nombre de poids lourds sur les routes dans un monde du transport structurellement pauvre? Troisième sujet, l'ensemble des organisations syndicales, ça a été dit, s'inquiètent de la perte de production sur certains sites, Cholet, Vannes, Joué-les-Tours, mais aussi sur les réorganisations à Clermont-Ferrand. Une procédure de droit d'alerte a été engagée en juin sur le sujet. Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale quelles sont vos intentions sur cette réorganisation? Quatrième et dernier sujet, enfin, si nous avons eu droit au couplet sempiternel de la dichotomie entre le brut et le net, oubliant au passage que cela couvre des risques de la vie, maladie, perte d'emploi ou des mécanismes de solidarité et de respect de la dignité pour les retraites ou le soutien à la famille. Et si ce ne sont pas des couvertures mutualisées, bien sûr, ce sera le règne de l'assurance privée. Je passe cela. Mais ce débat, nous pourrions l'avoir à l'envi. J'ai donc une dernière question très très simple et précise. Même avec le salaire décent, combien représente le facteur travail, le coût du travail, c'est-à-dire dans la fabrication d'un pneu standard, si on regarde tous les intrants, les amortissements des investissements, les énergies, en clair, tout ce qui est nécessaire à la production en soustrayant les aides style CIR, bien entendu. Merci, cher collègue, Monsieur le Président. Alors, sur la dernière partie, en gros, sur le coût total de la fabrication d'un pneumatique, en gros, les parties salariales, c'est entre 15 et 16%, à peu près. Sur la rémunération du capital et la rémunération du travail, oui, la rente du capital a dérivé par rapport à la rémunération. Je suis le premier à le regretter et à dire que oui, il faut corriger ça. Maintenant, la rente du capital est trop élevée aujourd'hui par rapport à la progression de la rémunération du travail. Maintenant, sur les pneus de 18 pouces, ce n'est pas nous qui décidons la taille des véhicules. Par contre, nous fabriquons la meilleure technologie disponible pour éviter que ces véhicules se mettent à consommer beaucoup plus. Quand vous mettez un pneu Michelin sur un véhicule, tout d'un coup, la consommation va diminuer, le poids va diminuer, la masse suspendue nécessaire pour faire la même utilité va diminuer. Et donc derrière, il vaut mieux avoir un pneu Michelin que d'autres types de pneus sur ce type de véhicule. Mais ce n'est pas nous qui déterminons ça. Ce n'est pas nous qui déterminons la taille des véhicules. Nous sommes capables de faire sur un pneu de 10 pouces ce qu'aujourd'hui un pneu de 18 pouces fait. Mais les consommateurs n'achètent pas des petits véhicules et n'achètent pas des petits pneus. Donc ce n'est pas nous qui décidons ça. Nous, on a notre avis, on a la technologie, on sait faire des petits ou des gros. Ce n'est pas nous qui décidons. Dernier élément sur les sites de Cholet et de droit d'alerte et Vannes. Il y a aussi Vannes et Tours qui étaient dans le droit d'alerte. Donc oui, bien sûr, la situation est, je l'ai dit, bien sûr, la situation est préoccupante sur ces sites parce qu'ils sont sur des secteurs qui sont en difficulté. Donc oui, la situation est préoccupante. Par contre, ce n'est pas auprès de vous que je démarre ce type de discussion, c'est avec les organisations syndicales, c'est avec les effectifs salariés de ces sites que nous discutons de ces questions. Mais bien sûr, la situation en France est préoccupante. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et enfin, pour le groupe UDR, Monsieur Alexandre Allégret-Pilot. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président directeur général. Vous l'avez dit, les bouleversements qui touchent l'industrie automobile en matière de consommation, d'orientation stratégique et de compétitivité sont particulièrement importants. On atteste notamment la réduction des parts de marché de Michelin de façon générale, comme vous avez pu illustrer sur votre graphique. À titre d'exemple, pour ce qui concerne les bouleversements en cours et qui peuvent affecter l'industrie pneumatique, les véhicules électriques semblent exiger des pneus spécifiquement conçus pour supporter un poids supplémentaire, offrir une adhérence robuste face à l'accélération instantanée et minimiser la résistance au roulement pour prolonger l'autonomie. J'ai 3 catégories de questions. Premièrement, comment allez-vous faire évoluer votre offre au regard 1. de l'impact de l'électrification prévue de la flotte automobile française, 2. de la concurrence asiatique et de la surcapacité annoncée sur certains segments, comme cela semble être le cas pour le pneumatique des poids lourds.
En somme, quel positionnement pour Michelin et quelles conséquences pour l'équipement des véhicules des Français? 2. Surtout, considérez-vous que votre entreprise dispose d'une vision suffisamment claire de la réglementation à venir pour sécuriser ses investissements tout en préservant l'emploi en France sans prendre de risques inconsidérés? Sinon, quelles orientations doivent être précisées selon vous? Enfin, sur la politique salariale, vous indiquez que 60% du budget est ainsi alloué au titre de la masse salariale, si j'ai bien compris. Avez-vous des éléments de comparaison avec vos concurrents implantés en France qui, eux, n'ont vraisemblablement pas mis en place la même initiative sur le salaire dit décent? Le défi ici est de taille. Il s'agit d'innover rapidement pour maintenir sa compétitivité dans le respect de la responsabilité sociale et environnementale, le tout dans un contexte industriel en pleine mutation. Je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Président. Voilà, merci. Alors, rapidement sur les concurrents, je ne connais pas en détail la situation de nos concurrents en France sur la part salariale, donc je ne peux pas répondre à cette question. Sur la vision de la réglementation, une entreprise elle a besoin d'une réglementation stable pour faire ses investissements, pour se développer. Michelin, quand on se développe, quand on fait des investissements, c'est pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, l'instabilité des règles du jeu est un vrai problème. Mais je pense que nous avons une bonne vision. Nous employons des personnes extrêmement compétentes pour regarder ça en permanence. Donc je pense que nous avons une bonne vision. Nous employons probablement un peu trop de personnes, c'est parce qu'il y a un peu trop de réglementation qui s'applique à nos sujets. Sur les véhicules électriques, Michelin a anticipé ce phénomène-là il y a 25 ans. Donc toutes nos fabrications sont compatibles véhicules électriques dès maintenant. Parce que nous avons depuis longtemps analysé que les énergies fossiles étaient amenées à décroître et qu'il fallait que pour décarboner le transport, il fallait passer par des technologies électriques. Maintenant, la vitesse, etc. sont des données variables, mais Michelin a anticipé ça et ça fait 25 ans que nous avons transformé tous nos outils de production pour avoir des fabrications de pneumatiques compatibles avec des véhicules électriques. Alors certaines fois, vous avez des marquages particuliers pour un tuning de dernière minute sur un véhicule plus particulier, mais tous les pneus Michelin aujourd'hui sont 100% compatibles avec les véhicules électriques, donc nous sommes prêts et nous n'avons pas besoin de transformer radicalement nos outils de production. Un véhicule électrique consomme intrinsèquement plus de pneus parce qu'il est plus lourd. Il a une dynamique de fonctionnement qui est différente, notamment le couple. Il est tout le temps en train de fonctionner sous couple parce que notamment on utilise l'inertie pour recharger les batteries. Donc on est en couple à l'accélération, mais on est aussi en couple en décélération. Donc un véhicule électrique sollicite intrinsèquement plus les pneus, mais moins si c'est un pneu Michelin, parce qu'il a déjà été conçu pour ça depuis le départ. Et ça fait 25 ans que nous avons transformé tous nos outils de production pour être compatibles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va passer aux questions individuelles et on va commencer par Monsieur Aloncle. 1 minute donc, par collègue. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Président Directeur Général. J'avais pas forcément de questions particulières, mais je voudrais réagir à ce que vous venez de dire à l'instant. Vous semblez nous dire que vous devez recruter plus de monde du fait d'un excès de réglementation, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs que vous consacrez 60% du cash à la masse salariale. Est-ce que vous pourriez préciser cet excès de réglementation ? On va prendre toutes les questions d'un coup. Merci beaucoup. Monsieur Potier. Merci, Monsieur le Président, pour cette belle entrée en matière. Monsieur Mengo, notre territoire a eu une expérience moins jubilatoire que d'autres avec Michelin, puisque vous avez fermé une usine chez nous il y a une quinzaine d'années. Mais les dynamiques de reconversion qu'on a bâties avec vous montrent qu'un avenir est possible pour l'industrie sur un territoire néanmoins. Je voulais vous poser, vous avez été très soft sur la question de notre collègue Agnès Pannier-Runacher concernant l'offshoring. Moi, je crois que la question de la sous-traitance ou de la délocalisation de certaines fonctions est vitale. Le rapport Draghi met en cause les directives CS3D et CSRD. Elles sont au contraire, à notre sens, des garanties d'une saine compétitivité prenant en compte la responsabilité sociale et environnementale. Quelle est votre opinion sur cette question pour éviter des sous-traitances sauvages ou des délocalisations qui brisent la valeur? Enfin, sur la question de la codétermination qu'a abordée notre collègue
écologiste Charles Fournier. Le groupe socialiste qui est en dialogue avec Sénart et M. Sénart et Mme Notat avait eu une oreille très favorable sur la proposition de 50% des salariés dans les entreprises de votre taille pour les majors françaises. Avez-vous le même élan que votre prédécesseur pour une vraie codétermination qui vous affranchirait de tout risque de procès en paternalisme? Merci. Merci Monsieur Potier. Monsieur Di Filippo. Merci Monsieur le Président et bonjour à Monsieur Sénart. Ma question d'abord concernant les salaires. On constate en fait une décorrélation et c'est sans doute l'un des problèmes entre l'évolution de la productivité dans notre pays et l'évolution des salaires, notamment le salaire minimum qui est augmenté maintenant de manière automatique. On dit qu'il y a un effondrement par rapport à la tendance qui était celle de 2019, en sortir du Covid aujourd'hui, de 8,5% de ce que devrait être l'augmentation de notre productivité. Quelle perspective voyez-vous en la matière et surtout, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le réel problème aujourd'hui de l'augmentation des salaires dans notre pays et que la smicardisation est inévitable si on ne parvient pas à s'attaquer vraiment à ce sujet-là? Et puis, d'un autre côté, on sent monter depuis des mois déjà dans l'industrie, mais aussi dans l'artisanat, dans le commerce, des perspectives économiques qui sont extrêmement moroses. On va devant nous, masqué pour l'instant du point de vue statistique, mais par une récession qui ne dit pas son nom. Quel ressort voyez-vous pour qu'on puisse inverser cette conjoncture à court terme? Merci beaucoup, cher collègue. Monsieur Travers. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, votre entreprise est un fleuron de notre industrie, une marque emblématique et quelque part une fierté française. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques-uns des objectifs principaux en matière de RSE, sur les relations ressources humaines, la décarbonation de vos activités? Et puis, par ailleurs, une question subsidiaire. Vous le savez, Pirelli est le fournisseur exclusif des pneumatiques en Formule 1 depuis 2011. Est-il prévu pour Michelin de revenir dans la compétition automobile que nous aimons tous dans les années à venir? Merci, cher collègue. Monsieur Weber. Monsieur le Président du groupe Michelin, Michelin aujourd'hui est une entreprise solide. Votre décision de la mise en place d'un socle de protection sociale universelle d'ici fin 2024 est un exemple de votre aspiration à être une entreprise socialement responsable. Depuis 3 ans, le groupe Michelin avait considérablement réduit ses rachats d'actions, avec notamment 2 années blanches, 2021 et 2023. Lors de la publication des résultats, votre groupe a indiqué son intention de relancer les rachats d'actions pour un montant pouvant aller jusqu'au milliard d'euros sur la période 2024-2026. Ces montants sont inhabituellement élevés pour votre groupe. La rémunération des actionnaires, au travers des dividendes et des rachats d'actions, ne va-t-elle pas se faire aux dépens des investissements et impacter votre objectif de transformation environnementale et technologique engagé pour réussir votre stratégie Michelin in Motion 2030 ? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, c'est votre observation efficacité de la dépense qui me fait vous interroger sur 1 ou 2 points. Du point de vue institutionnel, la puissance publique a créé un établissement public à caractère industriel et commercial, Business France. Nous avons aussi les chambres consulaires, chambres de commerce et d'industrie. Chaque région a son agence régionale de développement économique. Est-ce que ce système institutionnel est pour une entreprise comme la vôtre d'un apport réel, notamment sur la question du développement international? Deuxième point, en France, est-ce que sur l'application du droit du travail, du droit de l'environnement, l'administration, la haute administration, est-elle plutôt facilitatrice ou est-elle plutôt source de complexité? Et enfin, un encouragement, je voudrais vous remercier et vous féliciter parce qu'on ne va pas vous faire grief de chercher des solutions pour mieux rémunérer vos collaborateurs. On ne peut que vous en féliciter. Merci, cher collègue. Monsieur Pilato. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais revenir sur votre remarque à propos des cotisations sociales, qui sont souvent appelées les charges. Notamment, vous avez pris l'exemple du Canada. Alors, c'est intéressant parce que vous disiez que sur une base 100, au Canada, ça coûte 115 à l'entreprise et le salarié touche 85. Ce qui n'est jamais dit, et je m'adresse aussi à tous mes collègues, c'est que les cotisations sociales, par exemple, permettent de financer la santé. Au Canada, il faut que vous sachiez qu'une femme qui accouche doit débourser 50 000 $ canadiens. Vous ne le dites jamais. Donc c'est un modèle social qui est différent. On peut ne pas être d'accord. Et j'aimerais revenir justement sur la question que je vous ai posée tout à l'heure, la taxe au kilomètre. Pensez-vous réellement qu'une taxe au kilomètre, plus
un produit est lourd, plus il voyage et plus il est taxé. Pensez-vous que ça permettrait de réindustrialiser et de recréer des économies locales qui permettraient des salaires plus élevés? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Buchou. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, je voudrais commencer mon propos par moi aussi vous féliciter pour la politique de reconversion qui a été menée à La Roche-sur-Yon il y a quelques années. Et comme le temps compte, je vais me concentrer sur la question du salaire décent, puisque le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Et j'ai plusieurs petites questions, même si vous avez déjà abordé largement le sujet. Je voulais au fond savoir ce qui avait motivé ce choix qu'on peut qualifier effectivement d'audacieux. Quels sont les résultats attendus sur la productivité et la compétitivité de l'entreprise? Quelles sont les conséquences sur le versement des dividendes et par conséquent, comment ont réagi les actionnaires? Et puis, dernière question peut-être sur laquelle vous pourrez peut-être un peu plus développer, c'est de savoir, lorsque vous en parlez avec d'autres grands patrons, comment est-ce que cette mesure est accueillie et qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui bloque pour qu'elle puisse être entre guillemets uniformisée à d'autres grandes entreprises? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et enfin, Monsieur Fournier. Merci beaucoup. Oui, je voulais insister quand même sur le sujet du mal travail, ou en tout cas les enjeux de la qualité de travail, et puis cet enjeu de la codétermination. Je vais vous citer un économiste qui s'appelle Thomas Coutreau, qui a montré le lien entre le sentiment d'impuissance dans l'entreprise, où on passe 80% de son temps éveillé, et le sentiment d'impuissance dans la société. Et même une corrélation entre les votes, et l'abstention par exemple, et le fait que dans l'entreprise, voilà, et moi c'est l'homme que j'interroge, pas forcément sur ce qui se passe à Michelin, au-delà, quelles propositions pourriez-vous porter là-dessus? Puis mettre peut-être une petite réaction sur... vous avez été interrogé notamment sur un site qui me concerne, qui est à Jouer-les-Tours, à côté de ma circonscription, et vous dites je réserve tout ce que j'ai à dire aux organisations salariées. J'entends. Après, dans les territoires, nous, on a déjà vécu un drame de la fermeture de Michelin à Jouer-les-Tours, et donc on aimerait bien un peu anticiper peut-être ce qui pourrait se passer, et surtout essayer de l'éviter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il vous reste à répondre à ces quelques questions. Non, j'ai combien de minutes? Parce que, une quinzaine. Une quinzaine de minutes, d'accord. Non, je vais aller vite, Alors, sur l'excès de la réglementation, je pense qu'il faudrait revenir là-dessus. Je pense que la réglementation part toujours d'une bonne intention, mais derrière, on ne regarde pas les effets collatéraux du déploiement de cette réglementation dans la vie réelle. Et donc, le point, c'est je pense qu'il faut, dans la détermination d'une réglementation, réfléchir à quelles vont être les conséquences. Et on parlait de codétermination, de co-construction, de solliciter les entreprises, notamment quand elles vont avoir affaire à ces réglementations, en amont. On a pu le faire récemment. Donc ça, c'est toujours très utile pour éviter que les choses se fassent. Et je vais en profiter pour parler de la CSRD, justement. De CS3D, honnêtement, ça va réclamer un effort considérable pour un groupe de notre taille. Donc on peut mettre des dizaines de personnes à faire ça. Il y a des dizaines de personnes qui travaillent sur ces questions-là depuis des mois maintenant. Ça ne va rien changer à notre politique environnementale. Ça ne va rien avoir pour effet que de remplir des papiers. Ça va simplifier certaines parties du reporting que nous faisions dans nos documents universels, mais honnêtement, c'est une surcharge de travail administrative et qui ne va pas aboutir à l'intention primaire qui est juste, qui est de forcer toutes les entreprises à regarder ces questions environnementales. Mais chez Michelin, honnêtement, c'est un surcroît administratif avec une utilité quasiment nulle. Si on prend maintenant la question des reconversions, une entreprise, c'est un organisme vivant qui s'adapte en permanence et son environnement bouge en permanence. Les clients changent en permanence, nos fournisseurs changent en permanence, la société évolue en permanence, les technologies évoluent. Une entreprise, elle doit évoluer. Et ça se traduit par, à certains moments, malheureusement, et c'est toujours la dernière décision qu'on prend, c'est d'avoir à reconvertir ou à restructurer un site. Et donc ça, c'est toujours une décision extrêmement douloureuse qu'on prend parce qu'il faut maintenir l'entreprise en général. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, on ne prend pas une décision comme ça en se levant du matin en disant « tiens, je vais restructurer ».
pour aller améliorer les résultats comme ça. C'est parce qu'on arrive à un moment, dans une impasse, où on n'est plus capable de se dire c'est là où on a besoin de réinvestir pour adapter l'outil de production. Alors quand on fait une reconversion, Michelin prend toujours 2 engagements fermes, et merci pour les personnes de l'avoir souligné. Le premier engagement, c'est que tous les salariés qui sont concernés par une restructuration sont d'abord accompagnés jusqu'à ce qu'ils retrouvent un emploi stable, équivalent. De préférence chez Michelin, quand on peut le faire, mais quand malheureusement on est amené à forcer un déménagement parce que le site ferme sur une localité, on n'est pas toujours en mesure de proposer, la personne n'accepte pas toujours de pouvoir déménager. Mais si on prend le cas de La Roche-sur-Yon, je suis fier de pouvoir dire que tous les salariés ont retrouvé un autre emploi stable dans la région. Et ça, notre engagement dure plusieurs années. C'est-à-dire que si une personne trouve un autre emploi, on l'accompagne pour son projet professionnel, si elle trouve un autre emploi, et que dans les 2 années qui suivent, ça ne fonctionne pas, Michelin récupère la personne, la paye et l'aide à trouver un nouvel emploi. Donc ça, c'est le premier engagement qu'on prend. Le deuxième engagement qu'on prend, c'est de revitaliser les territoires. C'est dans tous les territoires sur lesquels Michelin a été, on recrée au moins autant d'emplois dans un rayon de 50 km autour de l'endroit où ça a fermé, de recréer au moins autant d'emplois que ceux qu'on a supprimés. Et ça s'est fait dans toutes les régions, dans tous les secteurs, et ça se fait partout en Europe. Et les sites en Allemagne, où malheureusement on est arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait plus exporter, et que donc on était en surcapacité en Allemagne, et qu'on ne voyait pas comment ça allait s'améliorer dans un horizon de temps assez long, nous prenons les mêmes engagements, et c'est partout dans le monde. Sur la question de la représentation dans les conseils d'administration, de la codétermination, d'avoir 50% des salariés. Ce qui est important, c'est d'avoir des salariés. Nous, on en a 20% dans notre conseil d'administration, dans notre conseil de surveillance. C'est un conseil de surveillance. Ils sont très participants et ils sont très écoutés. Il faudrait qu'on en ait plus. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ça change énormément de choses, mais donc là-dessus, je n'ai pas un avis personnel particulier. Par contre, je suis très favorable à la co-construction, la codétermination et à l'implication générale des salariés. Lorsque Michelin a construit son rêve d'entreprise à 2050, nous avons interrogé les 132 000 salariés du groupe. Et ce n'est pas le rêve de Florent Menegaux, ce n'est pas le rêve uniquement de Michelin, c'est le rêve de tous les salariés de Michelin qui s'expriment à l'horizon 2050. Et à chaque fois que nous avons une décision heureuse ou douloureuse à prendre, on le fait en codétermination avec les salariés. Sur la question de la productivité, oui, ça c'est un vrai sujet. La France est très en retard en matière de robotique, en matière de cobotique, en matière de système d'information. Nous sommes en retard. Et la productivité, oui, c'est en relatif par rapport à d'autres pays. Donc il faut ne pas avoir peur de ça. Et en fait, en surprotégeant l'emploi, en fait, on rigidifie les systèmes et donc on ne permet pas aux entreprises d'avoir l'agilité et le dynamisme qui permet en fait la vitalité économique. Et donc, du coup, les questions de productivité, oui, il y a un sujet en France, mais il y a un sujet en Europe en général. Le rapport Draghi est très clair là-dessus. La productivité en Europe est très décalée par rapport à ce qu'elle est en Asie du Sud-Est et aux États-Unis. Donc là, il ne faut pas se voler la face là-dessus. Je reviens sur l'organisme vivant. Une entreprise, ça doit évoluer en permanence parce que son environnement, son contexte évolue en permanence. Même ses salariés évoluent en permanence. Les attentes sont complètement différentes d'une année sur l'autre. Donc, une entreprise doit pouvoir s'adapter en permanence. Sur la question des perspectives économiques, en ce moment, en Europe, c'est difficile. En Europe, c'est difficile, mais c'est difficile partout dans le monde. Nous avons oublié que en 6 mois, 50% de la population mondiale a été amenée à voter. La bonne nouvelle, c'est que 50% a la possibilité de voter. Mais simplement, le synchronisme dans le temps, là, en ce moment, a créé beaucoup d'incertitudes et d'instabilité. Pas que en France, partout dans le monde. Et on attend ce qui va se passer aux États-Unis. On sait ce qui s'est passé en Inde. Il faut maintenant que les choses se recalent. Donc, 50% de la population mondiale vote en 6 mois. Ça, au niveau économique, c'est pas très bon parce que tout le monde se demande, tout le monde attend, il y a un peu d'attentisme, on ne sait pas très bien quoi faire. Donc, les perspectives économiques,
En ce moment, il y a pas mal de volatilité. La Chine est en difficulté dans son redémarrage. Et donc, aujourd'hui, elle n'est pas du tout sur le rythme qui était escompté. Or, la Chine est un moteur économique pour le reste du monde. Les États-Unis sont en incertitude forte, même si finalement, ça se passe un peu mieux que ce qu'on pouvait attendre. L'Allemagne est en très grande difficulté. L'Italie va un peu mieux. L'Espagne est en difficulté. La France est en difficulté. Donc le paysage européen aujourd'hui n'est pas extrêmement rose, hein. Il y a pas mal d'incertitudes. Comment ça va se traduire? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas. Si je le savais, je ferais autre chose. C'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas. Le futur est toujours beaucoup plus fort de retracer le passé que déterminer ce qui va se passer dans le futur. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que l'activité économique, en ce moment, est difficile. Et si on prend les constructeurs automobiles, en ce moment, c'est très difficile en Europe. Si on prend la RSE, nos objectifs. Donc, nos objectifs, nous avons des objectifs à l'année, à 10 ans, à 20 ans et à 30 ans. Toujours sur 3 dimensions. Et tous nos business, toutes nos activités économiques, toutes nos régions, à chaque fois que je vais voir une usine ou un pays ou une région dans le monde, je regarde 3 choses. Qu'est-ce qu'on fait en termes pour les personnes, qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement et qu'est-ce qu'on fait pour la performance économique. Ces 3 choses, de notre point de vue, sont indissociables. Donc nous avons pris des engagements à l'horizon maintenant 2028, mais nous avons aussi des indications avec des objectifs internes à 2030, mais aussi à 2040 et à 2050, dans ces 3 dimensions. Si on prend les objectifs en termes de personnel, c'est d'abord, est-ce que le niveau d'engagement des personnes chez nous, c'est-à-dire que ça, on sait que c'est directement lié à la performance du groupe. Est-ce que les personnes sont heureuses de travailler dans ce qu'elles font chez Michelin? La deuxième chose, c'est on regarde la diversité. Est-ce que Michelin opère dans tous les pays du monde? Est-ce que nos salariés reflètent la diversité du monde en termes de genre, en termes d'orientation, en termes de culture, en termes de pays? Et de ce point de vue-là, on a encore des progrès à faire. Donc ça, je prends ces 2 exemples-là, mais nous avons d'autres indicateurs sur les personnes. Sur l'environnement, la question, c'est nous avons pris l'engagement de changer la composition de toutes les matières que nous utilisons pour ne plus utiliser que des matières biosourcées ou des matières recyclées dans tous les objets qu'on fabrique à l'horizon 2050. Aujourd'hui, nous avons uniquement un contenu non fossile de 28%. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire pour substituer tout le contenu fossile. Nous avons pris des engagements aussi en termes d'impact dans l'usage de nos produits, notamment les pneumatiques, pour diminuer constamment l'impact de la consommation d'énergie de nos pneumatiques sur les véhicules. Il faut savoir qu'un véhicule, 20% de la consommation d'un véhicule, c'est uniquement le pneu, dû au pneu. C'est la déformation du pneumatique qui consomme de l'énergie. C'est 20%, c'est 1/5 de la consommation énergétique d'un véhicule. Suivant les technologies qu'on utilise, le pneu dissipe plus ou moins l'énergie efficacement et donc ça a un impact direct sur la performance environnementale du véhicule. Et nous avons pris des objectifs pour améliorer ces questions-là. En matière de Formule 1, tant que les règlements ne permettront pas d'avoir une performance pneumatique valorisée et où, en gros, la loterie du pneumatique sera mise en valeur, nous ne serons pas en Formule 1. On a été très clair là-dessus. Donc nous sommes dans quasiment toutes les autres formules de compétition, mais pas en Formule 1. Pour cette raison, les règlements, de notre point de vue, sont absurdes. Le socle de protection universelle, oui, nous sommes aussi engagés là-dessus. Alors bien sûr, la France a un système de protection sociale beaucoup plus élaboré, dont on se félicite. Et donc, par contre, il y a des tas de pays dans le monde, nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas ces systèmes de protection. Et donc, nous avons voulu mettre un minimum de protection sociale dans l'ensemble des pays du monde. Sur les rachats d'actions et sur l'investissement, le raisonnement que nous menons en permanence, c'est une entreprise, quand elle fait son activité, elle génère du cash. Une fois que nous avons rétribué les salariés, d'abord, donc il y a la partie fixe, mais après, dans la partie de répartition du résultat, il y a la partie variable. Donc, une fois que nous avons rémunéré la partie variable des salariés, nous posons la question de... Ensuite, c'est l'investissement.
Et en dernier lieu, c'est les dividendes. Et en tout dernier lieu, il reste du cash. Et donc là, pour l'entreprise, la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux se désendetter, donc diminuer la dette vis-à-vis des banques, ou restituer le cash aux actionnaires par des rachats d'actions. Aujourd'hui, Michelin est faiblement endetté, avec un coût de la dette qui est très faible. Donc se désendetter plus vite, à un moment où les taux d'intérêt sont plus élevés, se désendetter plus vite, ça voulait dire potentiellement avoir à réemprunter pour faire des investissements plus tard à un coût beaucoup plus élevé. On s'est dit, ce n'est pas une bonne idée financièrement de faire ça. Et donc on s'est dit, il vaut mieux rendre cet argent aux actionnaires. C'est un bien meilleur rendement financier sur le surplus de cash, une fois avoir payé les salariés, les investissements, les actionnaires. Il reste un surplus de cash. Est-ce qu'on se désendette ou est-ce qu'on le rend aux actionnaires? C'est le raisonnement qu'on a mené. Donc il n'y a aucun arbitrage qui a été fait, ni sur les salariés, ni sur l'investissement, ni sur les actionnaires, là-dessus. Sur Business France, l'agence de développement régional économique, alors Michelin est moins concerné parce que nous sommes très internationaux déjà, donc on est dans quasiment tous les pays du monde. Donc on a moins besoin de ces agences. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis coprésident de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, d'aide aux entreprises. Et là, je sais que pour beaucoup de PME, le mur de l'exportation, le mur du développement à l'étranger est colossal. Et donc, toutes les agences qui sont là pour faciliter et aider, c'est vraiment très utile pour les territoires et très utile pour ces entreprises. Donc là-dessus, je trouve que ces initiatives sont très bonnes. Sur la taxe au kilomètre, qui permettrait après de redistribuer, pourquoi pas l'idée de taxer en permanence ne va pas générer plus de résultats. Après, sur la question de l'efficacité de la dépense, le taux de prélèvement obligatoire en France est à 48% du PIB. C'est à 41% en Allemagne. Donc on peut continuer à augmenter les prélèvements obligatoires en France. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on endommage la compétitivité relative de la France. Après, sur la répartition et l'efficacité de la dépense, honnêtement, j'ai des idées personnelles, mais après, derrière, je ne suis pas la représentation nationale, donc je vous laisse faire votre travail là-dessus. Sur la question donc, du salaire décent et des actionnaires et les discussions avec d'autres patrons, c'était la dernière question que j'ai notée. Alors oui, bien sûr, au moment où... alors d'abord, il faut que vous sachiez que cette annonce faisait partie d'une discussion que nous avions avec des journalistes sur les innovations sociales de Michelin au cours du dernier siècle. Et dans ce paquet-là, on disait, ben voilà, aujourd'hui, la dernière chose qu'on a faite, c'est le salaire décent qu'on a mis en place au 1er janvier 2024. Et il s'est trouvé que cette partie de toute l'innovation sociale de Michelin s'est retrouvée en résonance à un moment où la société était intéressée par ce sujet. Donc ce sujet est monté en épingle, mais en fait, l'objectif, ce n'était pas, nous, de mettre en valeur ça en particulier. On parlait de l'innovation sociale de Michelin dans le temps, qui dure depuis maintenant plus d'un siècle. Et donc, alors maintenant, oui, ça a eu une résonance médiatique importante, et j'ai eu plusieurs de mes collègues qui m'ont posé la question en disant certains sont déjà engagés sur ce chemin, soit ont fini, l'ont fait, soit sont en cours de le développer, et d'autres m'ont posé la question en disant techniquement comment ça se passe, avec qui on a travaillé, comment ça fonctionne, et donc j'espère bien que d'autres suivront. Mais après, chacun est maître chez lui. Hein, donc, voilà, donc je crois avoir épuisé vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour les réponses à ces questions, pour votre lucidité et votre engagement. Nous continuerons à n'en pas douter ces auditions d'entreprise, et chacun ici peut évidemment faire des propositions pour que nous continuions sur ce sujet. Merci, mes chers collègues, d'avoir été là ce matin. On se retrouve à 14h30 pour notre cycle d'audition agricole que nous commençons avec le président de la FNSEA. À tout à l'heure, et merci encore, Monsieur le Président, Madame.